je n'ai quelques-uns que je n'ai pas salués. Je m'excuse pour celles et ceux que je n'ai pas salués parmi les journalistes. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons cru bien faire en tenant une séance qui est une séance tout à fait particulière et qui sera relativement longue pour la raison suivante, c'est que nous voulions, dans la transparence absolue, vous donner toutes les indications du travail effectué par rapport aux personnes sinistrées à cause des inondations de juillet, libre bien sûr à chacun d'en faire l'usage qu'il souhaite en faire. Et donc, j'ai rassemblé dans une note que je vais parcourir avec vous l'essentiel du travail effectué. Bien entendu, il y a toujours d'autres éléments plus périphériques, mais nous pensions qu'il était important, au nom de la transparence, de vous indiquer un certain nombre d'éléments. Donc je vous rappelle simplement que dans les inondations de juillet, selon la comptabilité de la police, il y aurait 39 personnes décédées et en gros, il y a 100 000 personnes sinistrées, essentiellement, bien sûr, dans la vallée de la Vesdre, mais pas uniquement dans la vallée de la Vesdre. Je vous ai donné le nombre d'hectares sous eau, quasiment 10 000 hectares. Il y a 48 000 bâtiments, donc 45 000 logements, 11 000 voitures, 559 ponts abîmés, 160 infrastructures sportives endommagées, tout cela pour vous donner une idée du caractère sans précédent de ce que nous avons vécu. 15 000 foyers se sont immédiatement retrouvés sans gaz, 66 500 sans électricité et près de 50 000 personnes sans eau, comme ça, en quelques heures. La région wallonne a intervenu immédiatement, le gouvernement a agi à partir du jour même des inondations et à ce stade, nous en sommes à peu près 3 milliards de dépenses, l'ordre est de 2 milliards 800 millions. Alors, on a apporté des réponses, bien sûr en fonction de l'urgence, mais aussi avec des perspectives pour l'avenir. La première chose que nous avons faite durant le mois d'août, c'est de trouver une solution pour les personnes qui étaient assurées et les personnes non assurées. D'abord, peut-être vous dire un mot sur les personnes non assurées. Sans l'intervention du gouvernement, les personnes non assurées auraient eu 0% d'indemnité. Donc, je répète, sans l'intervention du gouvernement, les personnes non assurées auraient reçu 0. Nous avons, ou en tout cas proche de 0, et nous avons modifié un décret spécial, nous l'avons fait spécialement pour permettre d'intervenir non pas à 50%, à 100%, puisqu'il s'agit de personnes non assurées, mais au moins de ne pas les laisser comment dirais-je, dans la situation la plus démunie possible. On intervient grosso modo pour environ 50% de leurs dégâts à travers le fonds des calamités. Et donc le fonds des calamités, pour ce faire, on a dû modifier un décret. Je rappelle, et j'ouvre une parenthèse, pour répondre à une critique qu'on entend parfois, mais que c'est long, mais que c'est long, mais que c'est long. Oui, les ministres et la secrétaire générale de l'administration ont le même sentiment, c'est long, c'est trop long. Mais nous sommes tenus par la loi ou les lois et les décrets. Et par exemple, pour changer un décret, le gouvernement doit d'abord se positionner, faire une première lecture, consulter un certain nombre d'organismes, faire une deuxième lecture, envoyer au Conseil d'État
et puis en faire une troisième lecture, et puis seulement ça va au Parlement, et le Parlement va d'abord en commission, et puis en séance plénière, et puis il y a un vote. Tout ça demande un temps considérable. Quoi qu'il en soit, le Fonds des calamités a reçu près de 7700 demandes qui concernent 10 600 biens différents. Il y a des immeubles, il y a des meubles, il y a des véhicules, il y a des biens professionnels, des biens agricoles et des biens forestiers. Alors, parmi donc, les 7673 demandes, 2812 nécessitent encore des informations complémentaires et ils sont aidés pour cela. Il y a à peu près 2000 demandes qui ont une décision positive. Il y a à peu près 1700 demandes qui sont refusées parce que ce n'est pas conforme aux critères d'admission au fonds. Il y a encore à peu près 700 dossiers avec une expertise sur le terrain, parce que nous avons dû nous-mêmes faire appel à des experts, puisque le fonds de calamité a une certaine expertise, mais c'est tellement spécifique qu'il a fallu engager des experts, ce qui a été très difficile car on n'en trouvait plus, et ces experts sont sur le terrain pour évaluer la valeur des dégâts, et il y a un peu plus de 550 dossiers qui sont en cours de traitement. Alors, ça, c'est pour les personnes non assurées qui ont accès au fonds des calamités. Maintenant, venons-en aux personnes assurées. Alors, les personnes assurées, nous pensions que les choses allaient être prises en main par les assurances, et dès le lendemain, Willy, je crois qu'on a reçu Assuralia, dès le lendemain, la Fédération des assureurs nous a dit attention, nous avons une loi de 2014 qui avait été déjà élaborée en 2003-2004 qui dit qu'on ne peut pas dépasser un certain montant pour les indemnités. Et c'est là où, par rapport aux toutes premières estimations, on s'est rendu compte que si on ne faisait rien, eh bien, les gens qui étaient assurés n'auraient reçu que 20% du montant des dégâts. Dès qu'on a pris conscience de cela, on s'est dit, surtout que nous étions tous consternés par l'ampleur de la catastrophe, nous nous sommes dit au gouvernement, on ne peut pas laisser ça comme ça. Nous devons intervenir. Et c'est là où on a entamé un dialogue direct avec les assureurs et Assuralia. Je l'ai fait moi-même durant tout le mois d'août à peu près. Autant vous dire que ce qu'on appelle les vacances, c'était autre chose que des vacances, pour aboutir in fine à ce que les assureurs doublent la mise. Et donc, en réalité, ils interviennent dans l'état actuel des choses et des estimations à 41%, et 59% a été pris en charge par le gouvernement. Et les 59% représentent 991 millions. Alors, dans l'accord que nous avons pris avec les assureurs, nous avons indiqué que si l'intervention des assureurs sur le plan du paiement dépassait 1,5 milliard de paiements, il y avait ce qu'on appelle une clause de rendez-vous, et ils viennent de dépasser ce montant, et donc il va y avoir d'ailleurs dans les tout prochains jours une discussion avec les assureurs. Alors, par rapport à cela, les nouvelles estimations font qu'il y a un différentiel entre ce que nous avions prévu et ce dont nous allons parler. Il faut compter qu'il y a à peu près de l'ordre de grandeur 300 millions de différence, et nous allons discuter avec les assureurs pour voir quelle solution nous allons trouver. Par ailleurs, vous savez que sur le terrain, l'opposition politique
qui, je me permets de le dire, dans le drame que nous connaissons, je trouve parfois que la mauvaise foi dépasse le mauvais goût. Et on a vu des critiques de toute nature, certains se faire filmer, faisant croire que ce sont eux qui aident vraiment matériellement les gens, hein, et puis ils en font une publicité sur leur site. D'autres disent mais ça ne va pas avec les assurances, etc. Nous avons ouvert une ligne depuis le 20 mai qui est le 17-18, une ligne téléphonique. Et nous avons reçu 143 appels en français, 6 en allemand. Et dans ces appels, on a en effet envoyé 88 formulaires aux assureurs et à Assuralia sur les 56-57 000 dossiers ouverts. Donc, 88, c'est important, mais il faut savoir que sur l'ensemble de la catastrophe, il y a 56 à 57 000 dossiers ouverts. Alors, on a aussi, dans l'extrême urgence, travaillé au soutien alimentaire. Et donc là, je dois d'abord remercier les volontaires, les bénévoles, qui se sont immédiatement mis au travail et qui ont joué un rôle déterminant les premières heures et les premiers jours, on ne le dira jamais assez. Quand tout cela, je dirais, a pris fin, il y a eu aussi la Défense, le ministère de la Défense, l'armée, il y a eu aussi la Croix-Rouge. Nous avons pris notre part avec des marchés publics pour 600 000 repas que nous avons nous-mêmes financés et distribués. Le gouvernement a aussi travaillé sur le relogement. Le relogement, bien entendu, on n'a pas pu le faire à la seconde près. Mais à ce stade, il y a d'abord la grande majorité des personnes ont trouvé des membres de la famille, ont pu trouver des solutions d'attente, mais nous avons relogé 3 521 personnes qui étaient sinistrées. Je ne vais pas entrer dans le détail, vous l'avez dans le dossier, mais j'ai voulu, comme pour le reste, vous donner dans des tableaux exactement comment nous y sommes parvenus, ligne par ligne, pour que vous puissiez vous en faire une opinion, si bien sûr vous en avez le temps. On a voulu aussi réduire le coût énergétique. Pourquoi? D'ailleurs, je vais le dire dans un instant, parce que une fois que les maisons ont été inondées, des maisons inondées à 2 mètres, parfois même à 3 mètres de hauteur, en général, les experts disent qu'en général, pour assécher un bâtiment de cette nature, il faut un peu plus d'1 an. Bien. Bien entendu, pas mal de gens ont mis des chaufferettes électriques dès qu'ils ont remis l'électricité ou autre chose, je vais le dire dans un instant, dans les déshumidificateurs, mais ça a consommé beaucoup d'énergie. Et donc, nous avons donné une prime de 550 € à peu près 10 000. 9 500 ménages ont déjà reçu les sous. 1 230 ménages, l'argent va arriver donc dans le circuit financier pour être financé. Et il y a encore 5 100 personnes qui sont dans le dossier est à l'analyse. En tout, il y aura à peu près 16 000 personnes qui devraient bénéficier de cela. Pour l'aide psychologique, je crois en effet que le traumatisme est profond chez beaucoup de personnes. Et on le serait à moins parce que pas mal de personnes ont vu leur maison totalement inondée. Certains ont cru qu'elles allaient mourir. Mais peut-être d'une manière encore plus importante sur le plan psychologique, c'est que dans énormément de familles, les inondations ont tout emporté, c'est-à-dire toute une vie. Je suis allé moi-même sur place à certains endroits, tous les souvenirs, les photos, tout ce qui faisait cet attachement à une vie privée, tout ça a été balayé par les inondations et les gens se sont trouvés non seulement sans logement acceptable, mais avec tous ceux qui représentaient leur existence en termes de souvenirs qui
s'en est allé. Moi, je ne suis ni psychiatre ni psychologue, mais j'imagine que le choc a été vraiment très, très dur. Et donc, on a mis sur pied 25 spécialistes. À ce stade, plus de 700 heures de rencontres aux sinistrés. Nous avons décidé de poursuivre à tout le moins jusqu'au premier trimestre de l'an prochain, parce que là, normalement, sans autre malheur, les maisons devraient être asséchées. Donc, en termes de reconstruction, les choses vont aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et on espère qu'il y aura une reprise de confiance en soi, tout en comprenant parfaitement ce que ça peut représenter comme choc. Justement, pour le sèchement, on a aussi fait en sorte de mettre à disposition plus de 1000 déshumidificateurs, notamment dans les endroits les plus, comment dirais-je, avec les inondations les plus catastrophiques. Mais encore une fois, c'est un effort complémentaire, supplémentaire, mais séché. En fait, l'eau se met dans les briques et pour sortir cette eau des briques, il faut un temps infini, malheureusement. Mais en attendant, tout le plafonnage, bien entendu, s'en va. Il y a des champignons qui poussent. Enfin, c'est l'horreur à l'état pur. On a aussi, alors, financé, et ça c'est très important, les communes, les administrations communales concernées. En catégorie 1 et catégorie 2, pour environ 80 millions, 79 millions 999, donc 80 millions. Par exemple, Chaudfontaine, Esneux, Eupen, Liège, Limbourg, Pépinster, Rochefort, Theux, Trot et Verviers, c'est en catégorie 1. Vous verrez, certaines communes comme Liège ont reçu plus de 8 millions. D'autres ont reçu près de 5 millions ou plus de 5 millions. Et bien que pour Eupen, le pouvoir de tutelle, ce n'est pas la région wallonne, c'est la communauté germanophone, il y a eu aussi, dans une première vague, un peu plus de 500 000, presque 600 000 euros. Mais pour Eupen, c'est la communauté germanophone en tant que pouvoir de tutelle qui est intervenue. Alors, on a également mis du personnel supplémentaire dans les administrations communales concernées, notamment en permettant d'engager des agents sous régime APE. De juillet, donc pour le moment, les communes de la catégorie 1 bénéficient de 10 équivalents temps plein. Sur l'ensemble, il y en a eu 390 équivalents temps plein. Comment dirais-je, on a permis de travailler jusqu'en juin 22 et nous examinerons s'il est nécessaire de prolonger encore. Donc c'est une assistance administrative et c'est vrai, si on prenait par exemple la commune de Trot ou la commune de Limbourg, les administrations communales ont été balayées. Donc non seulement il y a le drame des citoyens sinistrés, mais les autorités communales se sont retrouvées sans bâtiment, sans papier, sans rien à un certain moment. Il a fallu prendre des containers, il a fallu les aider, reconstruire. Enfin, tout ça prend un certain temps. Alors, parmi nos priorités, il y a aussi la reconstruction des infrastructures régionales. Alors, parmi les grandes priorités, il y a eu les berges. Alors, bien entendu, ces berges sont valsées en l'air. D'abord, il y a des travaux qui sont des travaux d'urgence pour colmater, surtout en cas de nouvelle crue immédiatement. Et donc, on a, avec mes collègues, comment dirais-je, répertorié 1000 sites sur les berges qui nécessitaient une intervention, je dirais, d'urgence. 46% des travaux sont terminés, donc presque la moitié, et on poursuit pour les 50 autres pourcents. J'ouvre une deuxième parenthèse. J'entends à juste titre, oui, mais ça prend du temps. Ça prend du temps simplement parce qu'on est tenu par des marchés publics.
on est tenu par des marchés publics et on ne peut pas décider là, avec l'entreprise Intel, de travailler là-dessus. On doit impérativement passer par des marchés publics, même si on en réduit les délais, mais ça prend du temps. Et quand on a désigné quelqu'un, il faut encore laisser, je crois, 2 semaines, si pas plus, parce qu'il pourrait y avoir un recours au Conseil d'État, et blabli et blabla. Mais bien entendu, c'est extrêmement handicapant dans des moments où on aimerait pouvoir avoir les mains totalement libres et à la limite dire, voilà, l'entreprise Intel, l'entreprise Intel, l'entreprise Intel, vous êtes capable de le faire, vous avez les hommes et les femmes pour travailler, vous devez y aller. Nous ne pouvons légalement pas le faire de cette manière. Rien que pour la Vestre, il y a 880 km de berges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est presque comme de Namur à Nice, hein, à peu près. Hein, c'est 1 millier de kilomètres. Alors, on continue. Et une fois les travaux d'urgence réalisés, il faut refaire et reconstruire les berges, mais pas n'importe comment. Nous sommes en train de travailler pour voir comment reconstruire ces berges d'une manière résiliente, non seulement plus résistante, mais dans un nouvel état d'esprit dont je vais vous parler dans un instant. Les déchets. Les déchets, les boues, je crois que chacun et chacune d'entre vous ont pu voir les kilomètres de déchets. En réalité, on a compté plus de 152 000 tonnes. Mais comme 152 000 tonnes ne veut rien dire, j'ai fait un petit calcul. J'ai demandé, en moyenne, combien un habitant belge produit de déchets, en moyenne. Je vous donne le nombre, 520 kilos. Et donc, on a éliminé et traité 152 000 tonnes de déchets. Ça a l'équivalent d'une production annuelle de 290 000 Belges en un an. Ceci pour vous donner l'ampleur absolument démiurgique du travail. Mais ça a été fait, ça en a avancé, et reconnaissons-le, d'une manière vraiment avec une efficacité rarement connue. Dans le domaine de la relance économique, là aussi, le gouvernement et les ministres concernés ont travaillé avec une très grande efficacité. D'abord, on a permis d'avoir des prêts pour préfinancer les indemnisations en raison de 75%, donc les gens qui étaient assurés, qui allaient recevoir des moyens, mais qui devaient attendre. Il y a eu des avances qui ont été accordées. Il y a eu plus de 100 entreprises pour 2,5 millions qui ont bénéficié de ces avances. On a mis à disposition une quarantaine de containers d'activités commerciales. On était allé avec Willy, d'ailleurs, installer la première. Ça a permis au commerce local de progressivement reprendre de l'activité. Dans un dispositif qui s'appelle Restart Shop, donc pour relancer l'activité commerciale, on a accordé des aides de 5 000 € à 265 commerçants concernés. Pour ceux qui concernent alors de ce qu'on appelle les packs résilience au départ des outils économiques et financiers, vous devez savoir, CGRI, SOGEPA, Sowalfin, tous ces outils économiques, comme on les appelle, ont été à la disposition de toutes les entreprises concernées pour les aider, tantôt beaucoup, tantôt peu, en fonction de leurs besoins, pour les sortir des difficultés le plus rapidement possible. Et dans le fonds des calamités que je vous ai évoqué, il y a 762 dossiers qui concernent d'ailleurs des activités économiques, et les dommages pour le moment sont estimés à peu près 333 millions d'euros. Et on a aussi mobilisé 62,5 millions pour rééquiper les parcs d'activités. Alors, j'en viens au futur. Alors, il y a la reconstruction durable. Et bien entendu, le gouvernement travaille dans le domaine de l'aménagement du territoire, d'urbanisme, de logement.
Il y a un master plan VESTRE qui est un schéma stratégique multidisciplinaire qui est en train d'établir une méthodologie opérationnelle pour une reconstruction durable du territoire. Là aussi, certains auraient voulu qu'avant même les inondations, ce soit le cas. Ça a été les inondations, on a fait avec ce que l'on a, ces études sont en cours, mais ce ne sont pas des études qui se font en 24 heures. Vous comprenez? Donc les gens, les experts travaillent avec cet objectif de voir comment demain, en termes de reconstruction d'une part, mais de construction, comment fait-on pour que ces reconstructions et ces constructions soient résilientes, en particulier dans des zones inondables. Il faut des aménagements, comment dirais-je, pertinents. Et on veut que non seulement la vallée de la Vestre, mais d'autres vallées aussi, soient les plus résilientes possibles au futur. Il y a aussi un programme tout à fait particulier qui s'appelle Quartier durable. Donc là, on est allé sélectionner 11 quartiers dans 9 communes pour avoir alors une approche encore plus spécifique, plus locale, plus identifiée dans ces programmes. D'ailleurs, il y aura, pour prévenir le risque d'inondation, 2 guides avec des illustrations pour donner des conseils, notamment pour les candidats bâtisseurs, les urbanistes, les architectes. En matière d'environnement, il y a une étude réalisée par des spécialistes sur la modélisation hydraulique, hydrologique du bassin de la Vestre, c'est-à-dire pour réduire des nouvelles crues, on fait toutes des simulations avec des crues comme celles que nous avons connues et voir comment on peut éviter au maximum la catastrophe humaine et matérielle que l'on a connue. En matière de risque climatique, il y a aussi une étude qui est réalisée par la plateforme wallonne du GIEC sous la direction de M. Van Ypersele, et il y aura des actions concrètes qui vont être entreprises et il y aura aussi une étude multidisciplinaire qui sera initiée pour combler les manques afin d'aboutir à un plan d'action non seulement à court terme mais aussi à moyen et long terme. Alors, le gouvernement continuera à œuvrer aux côtés des sinistrés. Le travail réalisé par le gouvernement et par l'ensemble des services de la région wallonne est bien sûr colossal, mais pour le quotidien de tout un chacun, il reste encore beaucoup de travail à réaliser. Donc on continuera à mettre en œuvre tout ce que l'on peut pour soutenir les sinistrés. Nous avons mis, vous le savez, sur pied immédiatement un commissariat spécial à la reconstruction. Ce commissariat a fait tout le boulot jusqu'à présent et ce sont maintenant les administrations qui reprennent le relais en interne avec la supervision de la secrétaire générale qui est ici à mes côtés. Et là, c'est pour la reconstruction, notamment et la construction nouvelle avec l'autorité des ministres d'une part et d'autre part des administrations compétentes. Nous assurerons d'ailleurs la coordination comme c'est multidisciplinaire, tantôt par la secrétaire générale, tantôt, voire les deux, par le gouvernement. Pour les recommandations de la commission d'enquête, donc dès le mois d'avril, on a réparti les différentes recommandations entre ministres, mais il y avait toute une partie qui relevait de plusieurs départements, non seulement de la région, mais aussi du fédéral. Et donc, on a demandé à ce qu'on appelle le comité stratégique de l'administration wallonne de répartir les recommandations dans les autres niveaux de pouvoir, d'effectuer une première analyse, et là, nous en discuterons au gouvernement pour voir un peu comment on agit, et chaque ministre, bien sûr, formulera ses propres propositions en fonction des recommandations de la commission d'enquête, en fonction de ses propres attributions ministérielles. Alors, j'en termine en disant que on a connu une très forte mobilisation, il faut rester mobilisé. Je crois que
toutes les forces vives de la Wallonie doivent rester, comment dirais-je, mobilisées. Si on devait remercier, j'en ai pour 1 heure, tant des opérateurs de toute nature sont intervenus, les responsables du gaz, de l'électricité, les responsables de la SNCB, la police, la défense, enfin, les éboueurs, les services médicaux, et j'en passe. Et donc, on doit continuer pour construire et reconstruire durablement la Wallonie résiliente, et donc c'est bien ce que nous entendons faire. J'en termine, avant de vous céder la parole, en rappelant que le gouvernement, c'est l'ensemble des ministres et que l'administration, c'est l'ensemble des agents avec des directions générales et la secrétaire générale. Et donc tout ce travail est un travail qui a été fait en collaboration, en discussion au sein du gouvernement, mais par l'ensemble des ministres concernés et avec l'administration sous l'autorité de la secrétaire générale. Voilà, je m'excuse si j'ai été un peu long, mais il me semblait qu'il était quand même utile, à la veille du 1er anniversaire, que je vous fasse un peu l'état de la question. Donc n'hésitez pas non seulement à m'interroger, mais à interroger aussi mes collègues en fonction de leurs propres attributions. Comme ça, vous aurez des compléments d'information beaucoup plus précis. Voilà. Si vous en êtes d'accord, on agit de la sorte. Ça va? Je vous en prie. Il y a un chiffre que je n'ai pas compris dans les discussions avec les assurances. Il est question d'un différentiel de 300 millions, mais un différentiel entre quoi et quoi? Quand on a fait les premières estimations avec des modèles des assureurs, on pensait que l'ensemble des dégâts pouvait se situer, allez, ne regardez pas à 10 millions près parce que je n'ai pas les chiffres ici, je vous parle de mémoire, à environ 1,750 milliard. OK? L'ordre de grandeur. Et c'est là où, après négociation, pour ce 1,750 milliard, 41% ont été pris par les assureurs, 59% par le gouvernement. Maintenant, il y a une réévaluation et l'ensemble des dégâts est beaucoup plus élevé, est à 2 milliards, allez, pour faire simple, 2,50 milliards. Donc de 1750, mais on va vous donner tout à l'heure, je vois, je n'ai pas mon ordinateur avec moi, mais on vous donnera les chiffres. Je demanderai à Anaïs, parce que Sylvain n'est pas là, de vous envoyer précisément, dès qu'on sort d'ici, les chiffres précis, comme ça vous les aurez. Et donc, de ce 1,750 milliard à 2,50 milliards, il y a 300 millions maintenant de financement additionnel. Et donc là, on a une clause de rendez-vous avec les assurances. Et donc, dans les tout prochains jours, je vais rencontrer les assurances et nous allons discuter pour voir comment nous allons faire. Vous devez savoir aussi que ce n'est pas le seul sujet de discussion avec les assurances, parce qu'il y aura une révision de la loi de 2014, parce que quand on est venu nous dire, quand Assuralia, donc la Fédération des assurances, est venue nous dire qu'ils étaient plafonnés, mais le plafond avait été calculé par les experts in illo tempore, mais c'était toujours par rapport à des réalités des années précédentes. Et donc, on calculait ce montant en tenant compte du passé. Et on faisait une certaine moyenne et on disait c'est autant. Tandis que, et jamais, personne n'a imaginé qu'on aurait, comment dirais-je, on se basait sur des études, des situations d'il y a 20 ans ou d'il y a 50 ans. Mais personne n'avait imaginé un seul instant, quand il y a eu ces négociations avec les assureurs. D'ailleurs, il suffit de lire les débats parlementaires, les réponses des ministres. Le gouvernement de l'époque, et j'en sais quelque chose, était convaincu qu'avec des montants pareils, le pouvoir public ne devait plus intervenir et c'était les assurances qui allaient le faire. Pour comprendre aussi, vous devez savoir que dans le temps, il n'y avait pas d'assurance pour les catastrophes naturelles. C'est le gouvernement qui a insisté
Et donc, on a associé les catastrophes naturelles aux incendies. Et donc, quand les personnes les familles prennent une assurance incendie aujourd'hui, automatiquement, ils ont les catastrophes naturelles, avec des clauses particulières. Et c'est parce qu'il y a eu cette extension importante que les assureurs ont négocié une certaine limitation. Et ça s'est fait en bonne intelligence avec les gouvernements de l'époque. Et c'est comme ça qu'on a dit, il peut y avoir un plafonnement basé sur les années antérieures, alors que maintenant, il faut concevoir un mécanisme avec ce qui pourrait se produire, eu égard à la dérégulation climatique. Et on est donc dans un travail avec le cabinet de Pierre-Yves Dermagne, qui est un travail d'une très grande complexité, parce que qui est capable de dire ce qui va se passer dans un mois, dans un an, dans 10 ans, hein? Mais il va falloir trouver des paramètres raisonnables en fonction des nouveaux risques qui n'existaient nullement, qui n'avaient nullement été pensés en 2014. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Est-ce que vous étiez au courant du plafonnement? Quoi? Est-ce que vous étiez au courant du plafonnement? Non. Est-ce que vous l'avez découvert au moment de l'inondation? Oui, tout Belge est censé connaître la loi. Donc on devrait connaître tous les codes par cœur. Je vous confesse que je ne les connais pas tous par cœur. Et en l'occurrence, on nous a indiqué immédiatement qu'il y avait cette loi. Et en effet, c'est une loi qui datait de 2003-2004 et on a pris conscience au gouvernement de cette limitation. Et la première réaction, qui est une réaction humaine, on s'est dit sur le champ, tous ensemble, on ne peut pas laisser ces gens totalement dépourvus, avec un choc psychologique sans précédent, et aller leur dire, écoutez, tant pis, hein, une loi de 2014 dit que les assurances pourraient n'intervenir qu'à 20%, tant pis, tirez votre plan avec les assureurs. Je pense que c'était absolument inhumain, et donc on a assumé notre responsabilité du mieux qu'on a pu dans une négociation très difficile avec les assureurs. Mais nous l'avons fait, et aujourd'hui, les personnes assurées peuvent avoir 100% d'indemnisation en fonction des clauses de leur assurance, bien entendu, ça c'est important, et aussi du rapport d'experts et de l'accord qu'ils trouvent avec les experts. C'est clair? Oui. Oui, j'ai deux questions. La première pour le ministre-président. Les recommandations et cette première analyse, vous avez dit que ça devrait faire l'objet d'une discussion au gouvernement. Est-ce qu'il y a une date pour ça? Nous allons déjà en parler tout à l'heure, puisqu'après vous, on a une séance du gouvernement. Mais il n'est pas dit que nous prendrons acte tout à l'heure et on va pouvoir discuter, parce qu'il y a une discussion à avoir. La commission d'enquête parlementaire a fait un excellent travail. Bien, il y a généreusement plus de 150 recommandations. Maintenant, entre la bonne volonté et une recommandation formulée et la réalité de la faisabilité, son coût et les modalités d'application, il y a un monde. Et donc, c'est tout cela qui revient maintenant au sein du gouvernement d'examiner, d'établir une hiérarchie, parce qu'on ne sait pas faire 150 ou 161 mesures comme ça en 15 jours. Bon, voilà, et donc c'est ce travail-là. Le travail a été préparé par le secrétariat général, hein, ce qu'on appelle le comité stratégique, mais plus exactement, c'est la conférence des directeurs généraux avec la secrétaire générale, hein, tous ensemble, donc les administrations qui seront amenées à travailler, qui a fait une première analyse et un premier tri. Donc, ma deuxième question, alors, c'est concernant le barrage de Penne. Est-ce que des mesures ont été prises pour améliorer la gestion qui a quand même fait défaillance dans certains points? Le ministre Henry est là.
Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Oui, bien sûr, des mesures ont été prises. Il y a eu évidemment un grand nombre d'explications qui ont déjà été données au moment de la commission d'enquête. Et puis la commission d'enquête a elle-même abouti à ses propres conclusions. Donc ce sont ces conclusions qui sont en cours de mise en œuvre, avec des degrés évidemment d'avancement variable suivant le type d'action à mettre en œuvre. Mais c'est clair qu'il y a déjà principalement une mesure de prudence qui a été prise au niveau de la réserve, qu'on a appelée la réserve d'empotement, si vous vous rappelez, qui a été doublée dans un premier temps, le temps que, et donc c'est ce qui est en cours pour le moment, le temps que le dialogue puisse être complètement abouti, affiné avec notamment la SWDE pour la bonne combinaison des risques d'eau potable et de réserve d'empotement. Donc on a pris une mesure de prudence qui va s'affiner pour aboutir probablement à un modèle plus précis et plus variable dans le temps. Mais au-delà de cela, il y a l'audit des barrages qui a été prévu par la commission d'enquête qui va démarrer. Il y a le cadre légal également des barrages qui est en préparation. Il y a tout un travail qui a été mené avec l'IRM. Là, c'est plutôt sur la partie modèle de prévision et alerte pour avoir un dialogue beaucoup plus approfondi entre les acteurs, l'IRM, l'administration et le centre de crise. Donc toutes ces actions-là sont en cours et les actions les plus immédiates ont été mises en œuvre. Les autres poursuivent leur cheminement. Vous avez aussi une autre action importante qui est le fait d'avoir doublé la garde en permanence pour avoir toujours une capacité de réaction immédiate. Voilà, ce sont tous des éléments qui ont été identifiés par la commission d'enquête, mais sur lesquels on reviendra bien sûr encore dans les prochains mois. Monsieur Willy, je t'en prie. Voilà, bonjour à toutes et à tous également. Juste un petit mot dans le prolongement de votre question, puisque, je vais dire vraiment dans la foulée, et même parfois sans attendre un certain nombre de recommandations, des dispositions ont été prises, notamment concernant la constructibilité en zone inondable. Et je voudrais illustrer, par exemple, par la circulaire du 23 décembre 2021. Il faut savoir qu'il y a 30 à 40 000 permis en général en moyenne annuelle en région wallonne. Et on estime que 3 à 4 000, donc 10%, concernent alors des constructions qui sont localisées dans des lieux exposés à un risque, principalement d'inondation. Ça peut être aussi un autre risque. Et donc la circulaire a balisé l'ensemble des éléments de précaution, mais aussi de décision, de guide à la décision, en fonction de l'exposition à l'aléa d'inondation. On est en aléa d'inondation soit faible, moyen ou élevé, et en fonction, il y a chaque fois à la fois des dossiers, des éléments d'étude et des compléments d'information qui sont introduits dans le dossier, et avec, par exemple, pour l'aléa d'inondation élevée, une quasi-impossibilité de construire, sauf si le dossier extrêmement dense vient faire la démonstration que c'est néanmoins possible, moyennant des conditions. Je n'entre pas dans le détail, mais j'illustre notamment de cet exemple-là, Elio. Oui. À plusieurs reprises dans votre speech, Monsieur Di Rupo, vous avez évoqué le temps, le fait que les décisions politiques prenaient du temps, la reconstruction prenait du temps. Je voulais voir si vous pouviez un petit peu plus développer cette question-là. Je peux sentir un peu de frustration quand vous évoquiez les longueurs que prenaient les reconstructions avec les marchés publics. Oui, c'est frustrant dans des situations d'extrême urgence. Je pense qu'à l'avenir, j'espère que ça ne se reproduit plus, mais si ça devait se reproduire, il faut à la fois que le fédéral, le Parlement fédéral, le gouvernement fédéral, le Parlement wallon, le gouvernement wallon, éliminent toute contrainte durant un certain temps pour que nous puissions alors aller direct, assumer nos responsabilités et puis rendre des comptes. Dire pourquoi on a choisi Tartampion plutôt que Joséphine, Arthur plutôt que Joseph. Mais je pense que là c'est véritablement des boulets que nous avons, les procédures administratives pour le fond des calamités. Avant, il était 3 personnes. On a dû engager une quarantaine de personnes. La dernière est arrivée, je crois, avant-hier. C'était un remplacement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et donc, on est là avec des contraintes majeures,
alors que sur le terrain, à juste titre, il y a une impatience. C'est tout à fait normal. Mais bon, voilà, j'imagine, enfin, je vois déjà les titres, hein, les ministres ne respectent pas la légalité. Enfin, comme je ne suis pas titreur, mais je peux, dans une prochaine vie, dans mes 90 ans, venir dans une gazette et comment être titreur quelques heures par jour. J'ai maintenant l'expérience, après tant d'années de lecture des quotidiens, de faire quelques titres. Mais donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si je peux ajouter quelque chose, Monsieur le Ministre-président, sur la question des berges, puisque l'exemple avait été donné en particulier là-dessus. Vous avez raison, la grande question, ça a été d'articuler la sécurisation urgente qui devait se faire effectivement à brève échéance, et en même temps le fait de tirer des leçons pour l'avenir et éviter de reconstruire simplement à l'identique sur l'ensemble des berges concernées, qui empêcherait en fait d'avoir de nouvelles crues aussi catastrophiques. Et donc je pense que ça a été le cas pour mes collègues dans leurs propres compétences sur d'autres dossiers, c'est cette articulation entre le court terme et l'action vraiment urgente, et en même temps la préparation du long terme, la préparation de l'avenir. Donc en ce qui concerne les berges particulièrement, on a travaillé en 3 temps, comme l'a dit le ministre-président tout à l'heure, une première phase de sécurisation urgente pour vraiment pouvoir intervenir en particulier dans les zones urbanisées, là où on avait vraiment des destructions de berges importantes qui impactaient directement la stabilité des logements, par exemple, ou d'autres types de bâtiments publics. Et donc ce travail, il a très très bien avancé déjà sur le terrain et il sera clôturé avant l'hiver et donc avant les prochains risques de crues importantes, même si ici, en l'occurrence, on a eu des crues estivales l'année dernière, mais la plupart du temps, le risque est plutôt hivernal. Et puis en parallèle, le travail de cette fameuse modélisation hydraulique et hydrologique qui va permettre de regarder comment le cours d'eau s'est comporté de façon beaucoup plus précise sur le terrain et d'en tirer des leçons avec des aménagements qui peuvent être des zones d'immersion temporaire, par exemple, qui vont permettre de retenir les crues en amont des zones urbanisées ou d'aménagement de berges ou d'autres types d'aménagement du cours d'eau, qui va donc intervenir, et c'est la 3e phase, dans cette phase de reconstruction résiliente qui démarrera début 2023 sur base de cette modélisation hydraulique et qui va donc nous donner justement les enseignements pour éviter que ce type de catastrophe se reproduise à l'avenir, ou en tout cas que les conséquences soient les plus minimes possibles. Donc vraiment cette articulation entre le temps court et le temps long, il a été au cœur de nos réflexions pour l'ensemble, je pense, de nos compétences, et en particulier aussi pour celles qui me concernent. Pour vous donner donc les chiffres précis, hein, comme l'avait demandé M. Defay, donc les estimations qui ont été faites au mois d'août de l'an passé conduisaient à ce que les dégâts auraient été de l'ordre non pas de 1760 mais de 1,670 milliard. Et donc c'est là où 679 millions pris en charge par les assureurs et 991 par le gouvernement. Maintenant, les nouvelles estimations conduisent à 2,69 milliards. Dès lors, le différentiel est de 399 millions dont nous devons discuter parce que dans les accords, il était prévu qu'une fois que les assureurs auraient payé plus de 1,5 milliard, il y avait ce qu'on appelle une clause de rendez-vous, donc une nouvelle négociation pour la partie au-delà du 1,670 milliard global, c'est-à-dire sur les 399 millions. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ça, ce sont les bons chiffres, parce qu'il ne faut jamais se méfier, il faut toujours se méfier de sa mémoire. D'autres questions, je vous en prie. Oui, oui, bonjour. J'entends que la mise en œuvre des recommandations s'inscrit dans le temps long, c'est indispensable, mais je ne voudrais pas être dans un mauvais augure, mais si demain ou dans un futur très proche, des événements tels que ceux de juillet 2021 devaient se reproduire, est-ce que vous estimez que des réactions seraient différentes, que déjà vraiment très, très concrètement, des enseignements pourraient être tirés et les réactions pourraient être meilleures, plus efficientes, etc. Je vous comprends. Si mes collègues veulent intervenir, mais vous devez savoir que nous avons déjà mis en œuvre toute une série de mesures qui avaient été préconisées. Je ne le retrouve pas dans ma note, mais Sylvie avait de l'ordre de, comment dirais-je, il y a énormément de mesures
qui ont été réalisés avant même les recommandations de la commission d'enquête, et on ira vraiment le plus vite possible. Donc maintenant, on a reçu le document à la veille des vacances de Pâques. Hein. Immédiatement, on a affecté, là où c'était clair, entre les différents ministres, pour que chaque ministre revienne avec des propositions concrètes. Là où ce n'était pas évident, clairement, c'était pour tel ministre, etc., l'administration a fait le travail, et c'est de cela qu'on va discuter. Et puis, on essaiera d'aller le plus vite possible. Hein. Voilà. Je ne sais pas. Si parfois, tantôt dans l'opposition, tantôt dans les commentateurs, il y avait une suggestion pour aller plus vite, de grâce, n'hésitez pas. Moi, je suis vraiment atteignable jour et nuit. Hein. Et ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment on peut vraiment faire en sorte que si demain, ça devait se reproduire, entre aujourd'hui et demain, tout ce qu'on doit réaliser se réalise. Voilà, je ne demanderai pas mieux que ça puisse être possible. Mais je crains que ce ne soit pas aussi simple. Oui. Pour compléter peut-être, effectivement, je pense qu'il y a eu d'abord une prise de conscience et donc des mesures immédiates à tous les étages de l'administration, des différentes structures, des communes, de la région, du gouvernement, directement après la catastrophe et puis dans les suites de la commission d'enquête, etc. À mon niveau, vous rappellerez que j'avais commandité une étude spécifique sur les éléments hydrauliques, l'étude Stucky, qui a été utilisée, qui a abouti à une série de conclusions, qui a alimenté également la commission d'enquête et qui a permis vraiment d'identifier toute une série d'éléments. Ce qui est le plus évident, le plus immédiat, est déjà mis en œuvre. J'en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, un des éléments qui me paraît tout à fait nouveau, c'est l'organisation du dialogue via ce qu'on appelle ces cellules SELEX, donc entre la direction hydrologique, le centre de crise et l'IRM, pour avoir en fait pas juste des communications formelles et des alertes formelles, mais une mise en commun, un dialogue et une gestion de la situation. Ça, cette prise de conscience-là, je pense qu'elle a été réalisée à tous les étages et que donc ça, déjà, c'est un élément majeur. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que évidemment, cette catastrophe a été extrême. Hein, ça a été une situation vraiment extrême. On ne va pas refaire tout le débat. Et malheureusement, nous devons nous préparer à d'autres catastrophes extrêmes, mais pas les mêmes non plus, qui seront différentes, qui seront ailleurs, qui ne seront pas forcément que des pluies intenses localement, mais qui peuvent être d'autres natures. Et c'est pour ça qu'on doit absolument aussi se préparer beaucoup plus globalement, à la fois à gérer les situations, et il y a toute une série d'éléments qui sont déjà en cours et d'autres qui vont se poursuivre, mais aussi à mieux identifier les différents risques et les combattre. Et c'est pour ça que le ministre-président évoquait un premier travail qui a été mené sous l'égide du professeur Vanny Purcell, vraiment sur les questions d'adaptation, et sur cette base-là, à la fois concrétiser différentes actions, notamment avec les communes. Hein, je vais pouvoir aussi, à mon niveau, lancer avec Céline Tellier un programme de soutien vers les communes d'éléments précis d'adaptation dans les communes, de ces différentes mesures de préparation, mais surtout une étude globale, multi-secteur, multidisciplinaire, vraiment sur la préparation dans le long terme de l'adaptation climatique. C'est un travail de très longue haleine, donc forcément il reste encore beaucoup de travail devant nous, mais je pense qu'en termes de prise de conscience, les choses ont déjà fortement changé. Ah, un tout dernier mot peut-être. Oui, je vous en prie. Et puis, oui. Ah non, vas-y Eric, vas-y. Avec un micro, parce que sinon on ne t'entend pas. Une question toute simple, est-ce qu'on peut avoir des détails sur la cérémonie d'hommage du 14 juillet? On sait qu'elle a lieu à Chênay, mais oui, au-delà de ça. Bien sûr, donc ce sera un hommage aux victimes décédées pour diverses raisons qui relèvent de la justice. Donc je rappelle accessoirement qu'on vit dans une démocratie, qu'il y a 3 pouvoirs. Bien sûr, il y a le 4e qui est vous-même, mais je parle des 3 pouvoirs constitutionnels, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le judiciaire fait son travail, il y a un juge d'instruction, et nous avons demandé au parquet au pluriel, parquet général, les parquets, de bien vouloir, par les polices locales, inviter les familles des personnes qui sont décédées. Il nous semblait que la première
commémoration devait être centrée sur les personnes décédées. Et donc, il y aura les familles des personnes décédées en présence de Leur Majesté le Roi et la Reine. Et le lieu choisi, c'est le lieu où Lourdes et la Vestre se rencontrent. Alors, parallèlement à cela, il y aura un travail artistique. Enfin, d'abord, parallèlement à ça, nous avons donné des moyens financiers à toutes les communes. Là, il y a eu un communiqué pour permettre à chaque commune concernée de faire une commémoration locale. Et il y aura aussi un concours, je dirais, d'architectes ou de sculpteurs pour avoir une stèle, un monument qui serait alors un monument. L'idéal, ce serait que ce soit le même monument, mais avec, bien sûr, des inscriptions tout à fait spécifiques, commune par commune. Il y a des communes, par exemple, comme Limbourg, extrêmement éprouvées en termes de quantité de personnes sinistrées de bâtiments, mais il n'y a pas de mort de Limbourg, la bourgmestre ayant très vite demandé d'ailleurs l'évacuation. Voilà. Mais c'est un peu dans ce sens-là que nous irions, comme ça, on espère que pour la deuxième année des commémorations, il y aura ces stèles que l'on pourrait faire, comment dirais-je, et réaliser et placer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Moi, j'ai encore deux petites questions. Un petit mot d'abord sur les barrages. Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon par rapport aux recommandations? Et puis peut-être un petit mot avec vous. Est-ce que ça va à la santé? Vous nous avez un peu inquiété vendredi. C'est vous les médecins. Moi, je me sens bien. Donc, je vous raconterai après que Monsieur le ministre ait répondu à des choses beaucoup plus sérieuses. Je vous dirai dans un instant ce qui s'est passé, puisque ça a l'air de vous intéresser. Oui, mais donc sur la question des barrages, effectivement, c'est un des éléments d'infrastructure. Il faut bien dire que au cours de cette année, le SPV Mobilité Infrastructure a été extrêmement sollicité parce qu'il y a eu aussi toute la reconstruction des ouvrages, des ponts, des éléments hydrauliques, etc. En ce qui concerne les barrages, comme je l'ai dit, on va mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête, donc formaliser un cadre légal, formaliser des audits systématiques et travailler bien sûr sur une gestion plus dynamique qui anticipe plus encore les différents modèles d'hydrologie possibles. Et dans l'immédiat, on s'est mis en situation de prudence puisqu'il y a eu une augmentation du volume capable d'être rempli dans le barrage de Penne suite à la catastrophe, bien entendu, et donc un accord préalable, enfin provisoire plus exactement, avec la SWDE, ce qui a forcément un impact sur la quantité d'eau disponible, mais le temps d'affiner les modèles et d'avoir certainement quelque chose de plus dynamique, aussi variable dans le temps au fil de l'année des saisons. Puisqu'effectivement, nous devons combiner différentes situations, mais il faut bien redire aussi, évidemment, que le phénomène qui s'est produit est vraiment extrême et s'est produit aussi largement en aval des barrages. Donc, il y a des éléments qui concernent les barrages, des éléments qui concernent les autres infrastructures, mais il y a aussi d'autres éléments qui concernent la capacité de rétention d'eau dans l'ensemble du territoire et la capacité de gérer les crises quand elles se produisent dans cette situation. Donc c'est pour ça que je pense que l'ensemble des conclusions de la commission d'enquête de ce point de vue-là sont importantes et seront mises en œuvre par les uns et les autres dans toutes les dimensions. Alors, je réponds à votre question. Donc, je fais régulièrement des analyses sanguines. Et jeudi, en matinée, c'était la journée de l'analyse de cette fois-ci, et on préparait cette conférence pour vendredi. Et puis, vers 18h, j'étais à la gymnastique, à Basic Fit. Bon, voilà, je faisais du mieux que je pouvais. Et puis, le médecin m'appelle et dit, écoute, il y a deux paramètres qui m'inquiètent vraiment. Ça pourrait signifier rien, mais ça pourrait signifier un problème cardiaque. Tu dois arrêter et te rendre tout de suite, je t'attends aux urgences. Bon, que voulez-vous que je fasse? Aux urgences, là, on m'accueille, on me triture de partout, on fait des analyses toutes les 6 heures, je vous passe le détail, je suis passé partout, tout. Et le cerveau, le cœur, machin, tout.
Et donc, pour finir, les paramètres de ces analyses, au fur et à mesure, ont diminué. Et donc, vraisemblablement, que c'était un moment d'intense stress au moment où on a prélevé, je n'en sais rien. Et donc, voilà, j'en suis sorti indemne, fatigué par tout ce qu'ils m'ont fait faire, pas du tout pour la condition était en physique, donc il a fallu quelques heures de récupération, mais je peux vous rassurer, j'irai tout à l'heure à la gymnastique. Donc, si quelqu'un veut venir faire une photo, il y a toujours moyen. Voilà. Oui. Je voulais savoir par rapport à la hausse des coûts des matériaux, s'il y a une réflexion à avoir au sein du gouvernement par rapport aux sinistrés qui ont déjà clôturé tout leur dossier, qui aujourd'hui vont devoir effectuer des travaux avec peut-être une couverture qui ne prend pas qui n'intègre pas le coût des matériaux. Est-ce qu'il y a une réflexion à dégager des moyens nouveaux? On va voir. C'est un problème réel qui est général pour tout un chacun, dont bien sûr le gouvernement. Je vous passe le détail pour tous les travaux que nous avons à faire entre les ponts, les berges et compagnie. Donc, pour le moment, les dossiers approuvés l'ont été en fonction des éléments que nous avions. Maintenant, vous devez savoir qu'au fond des calamités, il y a énormément de voitures, de mémoire, je crois que le détail avait été écrit. Quoi? Ah ben voilà, je vais reprendre ma note ici comme ça. Voilà, il y avait donc 11 000 voitures concernées, donc, et toutes les voitures qui n'avaient pas d'omnium ont pu accéder au fonds des calamités. Il y avait aussi beaucoup de meubles et il y avait très peu de propriétaires d'immeubles non assurés. Donc, dans toutes les catégories, ce sont souvent des locataires qui ont eu accès au fonds des calamités. Et là, je n'ai pas le nombre, mais on peut vous le donner dans l'heure qui suit. Et il y a alors la question que vous posez concerne essentiellement les propriétaires d'un immeuble, essentiellement un logement, propriétaire qui n'aurait pas assuré son logement. Mais ça reste très minoritaire dans le nombre de dossiers. Je ne sais pas si c'est clair. Donc on peut. Et donc là, dans les dossiers à compléter, s'ils sont dans ces dossiers-là, ils compléteront en fonction des montants qu'ils vont indiquer. Et je rappelle que les non-assurés ne sont pas indemnisés à 100%, parce que si on indemnise à 100% les non-assurés comme les assurés, demain, il n'y a plus personne qui s'assure. Donc, je pense, quoi qu'en disent certains dans l'opposition, que notre responsabilité, dans toute la mesure du possible, c'est d'encourager les gens à s'assurer. Et donc, la décision que nous avons prise, c'est de ne pas les laisser avec zéro montant, mais de l'ordre de grandeur de 50% de leurs dégâts. Mais il y a une différence entre un non-assuré, une personne sinistrée non assurée, et une personne sinistrée assurée. Oui, je t'en prie, Willy. Voilà, merci. Donc, par rapport à cela, il y a des volets, effectivement, et les expertises tiennent compte d'un certain nombre d'indices en ce qui concerne la construction, valeur de matériaux, indices aussi liés sur le coût de la main-d'œuvre, qui est lui-même aussi en forte évolution. Et donc, au moment de l'établissement de l'expertise, eux-mêmes tiennent compte, effectivement, de la valeur, si on parle de reconstruction ou de valeur à neuf, du marché tel qu'il est maintenant, si c'est de la valeur du bien, ou aussi de l'évolution de la valeur immobilière telle qu'on a pu l'observer. Je voulais juste, dans la foulée, attirer l'attention sur un élément, indépendamment du drame humain, qui est évidemment totalement prioritaire dans cette situation-là. Il y avait aussi un risque de conséquences socio-économiques majeures en termes de perte d'emploi, puisque c'est des milliers d'emplois en fait qui se sont retrouvés compromis, chômage économique important, et puis susceptibles d'être vraiment mis à mal.
Et le dispositif tel qu'il a été décidé par le gouvernement avec l'intervention du Fonds des calamités complémentairement à la couverture risque spécial calamité naturelle a permis ou permet de réactiver l'immense majorité des entreprises aussi avec un curseur emploi. Donc on a vu que l'estimation provisoire est de l'ordre de 323 millions d'euros de dégâts dans les un peu plus de 700 entreprises concernées. Et donc le dispositif tel qu'il a été mis en place, et vous étiez, ou certains d'entre vous étaient présents à la relance des activités de XPAC par exemple, ou de Galère il y a quelques jours, on voit à quel point la reprise des activités pour l'immense majorité des entreprises peut se faire, ou a pu se faire, ou est vraiment en bonne voie aujourd'hui, ce qui était, vous ne voulez évidemment pas ajouter alors un impact socio-économique majeur au drame humain que les personnes, la région, les familles concernées avaient vécu. Prends un peu le micro si ça ne te dérange pas, parce que sinon on n'entend pas. Oui, dans le bilan, vous ne faites pas le point sur la solidarité qui a eu lieu avec le fédéral. Est-ce que celle-ci a bien été? Ça a souvent été pointé, l'aspect financier, là où il n'y a pas d'intervention directe du fédéral. Vous connaissez l'intervention du fédéral, qui est un prêt d'1,2 milliard de mémoire, mais peut-être que Adrien peut préciser. J'appartiens à celles et ceux qui évitent les critiques sur les uns et les autres. Je préfère en parler aux intéressés, mais force est de constater que dans l'état actuel des choses, il y a eu une aide substantielle dans le cadre de l'intervention d'urgence des départements fédéraux de police, de la défense, protection civile. Quant aux moyens financiers, pour diverses raisons, nous en sommes à un prêt. On essaiera de vous donner le nombre de propriétaires qui ont introduit une demande au fonds des calamités, mais ça, il faut nous laisser 2 heures, le temps qu'on interroge l'administration. Et Anaïs vous enverra ça par SMS tout à l'heure. Het is duidelijk voor iedereen. Bon. Eh bien, je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup.